Le crépuscule d'hiver tombait sur Clisson comme un voile de mélancolie. Les ruelles pavées de la vieille ville médiévale luisaient sous la bruine glacée, et les derniers rayons de soleil se reflétaient faiblement sur les façades de granit. Au sommet de la colline qui dominait la Sèvre, la maison Kardec se dressait, imposante et silencieuse, ses fenêtres hautes, scrutant la vallée comme des yeux inquiets. Armand Kardec referma la lourde porte en chêne de sa demeure et retira son manteau trempé. À 52 ans, cet homme aux tempes grisonnantes incarnait la respectabilité bourgeoise de la région. Son commerce de vin prospérait depuis 25 ans, alimenté par les vignobles de la vallée de la Loire et une clientèle fidèle qui s'étendait jusqu'à Nantes. Pourtant, ce soir-là, son visage habituellement impassible trahissait une inquiétude profonde. Dans le grand salon aux boiseries sombres, Geneviève Kardec brodait près de la cheminée, ses gestes précis et mécaniques. Cette femme de 46 ans, autrefois considérée comme l'une des plus belles de Clisson, semblait désormais prisonnière d'une froideur qui s'était installée insidieusement au fil des années. Ses cheveux châtains, soigneusement relevés en chignon, encadraient un visage aux traits fins mais marqué par une tristesse muette. « Les affaires se compliquent, Geneviève », murmura Armand en s'approchant du feu. « Monsieur Dubois de Nantes menace de résilier ses commandes. Il prétend que notre dernier millésime avait un goût étrange. » Geneviève leva brièvement les yeux de son ouvrage, mais ne répondit pas. Cette habitude du silence, qui s'était développée ces derniers mois, agaçait profondément son époux. Il y avait eu une époque où elle participait activement aux conversations, où ses rires cristallins résonnaient dans la maison. Mais depuis l'étrange malaise d'Éloise à l'église, en octobre dernier, un voile s'était abattu sur la famille. À l'étage, dans sa chambre aux rideaux de velours bordeaux, Éloise lisait allongée sur son lit. À 19 ans, cette jeune fille à la beauté fragile inquiétait sa famille par sa pâleur croissante et ses silences prolongés. Ses longs cheveux blonds, autrefois lumineux, semblaient avoir perdu leur éclat, et ses yeux bleus, jadis vifs et curieux, portaient désormais une mélancolie troublante. « Éloise » appela une voix juvénile depuis le couloir. Henri, son frère cadet de 14 ans, passa la tête par l'entrebâillement de la porte. Ce garçon énergique, aux boucles brunes héritées de son père, était le seul à maintenir encore une certaine gaieté dans cette demeure de plus en plus pesante. « Tu viens dîner? Mère a préparé le potage aux châtaignes que tu aimes. » Éloise referma lentement son livre, Les Contemplations de Victor Hugo, et observa son frère avec tendresse. Henri était son ancrage dans cette réalité qui lui semblait parfois s'éloigner. Depuis cet épisode à l'église, où elle s'était évanouie pendant la messe dominicale sans raison apparente, elle ressentait une étrange déconnexion avec le monde qui l'entourait. « J'arrive », murmura-t-elle en se levant péniblement. Le docteur Moreau, appelé en urgence ce jour d'octobre, n'avait trouvé aucune explication médicale à son malaise. Fatigue nerveuse, avait-il diagnostiqué, prescrivant du repos et des toniques. Mais Éloise savait que quelque chose de plus profond l'habitait, une sensation oppressante qu'elle n'arrivait pas à nommer. Dans la salle à manger aux meubles massifs, la famille se rassembla autour de la table familiale. Les chandeliers en argent projetaient des ombres dansantes sur les murs tapissés de toiles de jouy. L'atmosphère était tendue, chacun semblant porter le poids de préoccupations non exprimées. « Père !» commença Henri en rompant le silence. « J'ai entendu les femmes au marché parler de choses étranges. Elles disent que la famille Rousseau a quitté précipitamment leur ferme près de la rivière. » Armand leva brusquement les yeux de son assiette. Qu'est-ce qu'elle racontait exactement? « Oh, les superstitions habituelles !» intervint Geneviève d'une voix lasse, tout en remuant distraitement son potage. « Tu sais, comme les gens d'ici aiment dramatiser. Ils parlent de mauvais présages, de signes dans le ciel. » « Ce ne sont peut-être pas que des superstitions, mère, » répliqua Henri avec la témérité de ses 14 ans. « Madame Leroux m'a raconté qu'elle avait vu des lumières bizarres dans les bois, près du vieux moulin. Et le père Bernard lui-même semble inquiet, il multiplie les messes et les bénédictions. » Éloise frissonna imperceptiblement. Ces histoires résonnaient étrangement en elle, comme si elles réveillaient un écho familier. Depuis son malaise,
Elle avait développé une sensibilité particulière aux atmosphères, aux non-dits, aux tensions qui flottaient dans l'air comme une brume invisible. « Henri, cesse ces bavardages !» ordonna sèchement Armand. « Nous avons suffisamment de vrais problèmes, sans nous encombrer des délires de quelques vieilles femmes. » Mais dans le regard de Geneviève, quelque chose s'était allumé. Une lueur d'inquiétude, de reconnaissance peut-être, qui n'échappa pas à sa fille. Éleboise connaissait cette expression. C'était la même qu'elle arborait quand elle consultait discrètement les cartes de tarot héritées de sa grand-mère, ou quand elle disposait des sachets d'herbes séchées dans les coins de la maison, prétendument pour parfumer l'air. Après le dîner, tandis que Henri s'installait devant la cheminée pour lire l'île au trésor, Éleboise monta dans sa chambre, mais ne put trouver le sommeil. Par la fenêtre, elle observait la ville endormie sous la lune gibbeuse. Les toits d'ardoise brillaient d'un éclat métallique, et au loin, les ruines du château médiéval se découpaient contre le ciel étoilé. Un mouvement attira son attention dans le jardin. Une silhouette se déplaçait entre les arbres nus, une forme humaine qui semblait flotter plus que marcher. Le cœur d'Éleboise s'emballa, mais quand elle cligna des yeux, il n'y avait plus rien. Était-ce son imagination ? Depuis octobre, elle avait parfois ces visions fugaces, ces impressions troublantes qui la laissaient dans le doute. En bas, dans son bureau au mur tapissé de livres de commerce, Armand consultait ses registres à la lueur d'une lampe à pétrole. Les chiffres ne mentaient pas, ses ventes chutaient drastiquement. Plusieurs clients avaient annulé leurs commandes, évoquant des rumeurs sur la qualité de ses vins. Mais Armand savait que ces produits étaient irréprochables. Il soupçonnait une campagne de dénigrement orchestrée par un concurrent, peut-être Monsieur Girard de Saint-Fiacre, qui convoitait depuis longtemps sa clientèle nantaise. Un bruit sourd résonna dans la maison, comme si quelque chose était tombé à l'étage. Armand tendit l'oreille, mais n'entendit plus rien. La vieille demeure craquait souvent sous les variations de température, surtout par ces nuits d'hiver humides. Dans sa chambre, Geneviève ne dormait pas non plus. Assise devant sa coiffeuse, elle brossait machinalement ses cheveux en observant son reflet dans le miroir ovale. Cette femme qui avait été autrefois si vivante, si passionnée, se reconnaissait à peine. Quand avait commencé cette transformation ? Elle se souvenait d'une époque où elle riait aux éclats, où elle dansait dans les bals de la région, où elle débordait d'énergie et d'optimisme. Le changement s'était opéré progressivement, insidieusement. D'abord après la naissance difficile d'Henri, 14 ans plus tôt. Puis, les fausses couches répétées, ces espoirs brisés qui avaient creusé un vide en elle. Et enfin, ces derniers mois, cette sensation grandissante que quelque chose de sombre rôdait autour de sa famille. Elle ouvrit discrètement le tiroir secret de sa coiffeuse et en sortit un petit paquet enveloppé dans un tissu noir. À l'intérieur se trouvaient les cartes de tarot de sa grand-mère Mathilde, une femme réputée pour ses dons de voyance dans la région de Clisson au siècle dernier. Geneviève avait hérité de cette faculté, mais l'avait toujours dissimulée par respect pour les convenances bourgeoises et la religion. Elle étala 3 cartes sur la coiffeuse, la mort, la tour et le diable. Un frisson la parcourut. Depuis des semaines, elle obtenait les mêmes tirages, comme si le destin s'obstinait à lui envoyer le même message alarmant. Ces cartes évoquaient destruction, bouleversement et force obscure. Elle les remit rapidement dans leur tissu et referma le tiroir. À minuit passé, la maison Kardec sombra enfin dans un silence relatif, troublé seulement par les craquements du bois et les gémissements du vent dans les combles. Chaque membre de la famille portait ses inquiétudes, ses secrets, ses pressentiments, sans savoir que cette nuit du 13 février serait la dernière nuit de paix qu'ils connaîtraient jamais. Dans la cave voûtée, entre les rangées de barriques de chêne, une ombre se mouvait silencieusement. Mais n'était-ce qu'un jeu de lumière projeté par la lune à travers le soupirail, ou quelque chose de plus tangible, de plus menaçant, qui se préparait à bouleverser à jamais la vie de cette famille respectable de Clisson? L'aube du 14 février se leva dans une brume épaisse qui enveloppait Clisson comme un linceul. La Sèvre coulait paresseusement entre ses berges gelées, et les premières fumées s'échappaient timidement des cheminées des maisons du bourg. Dans la maison Kardec,
Henri fut le premier à se réveiller, alerté par un cauchemar qu'il n'arrivait pas à se remémorer précisément, mais qui laissait en lui une sensation d'oppression. Il descendit à la cuisine, espérant trouver un peu de réconfort dans la routine matinale. Marthe, la domestique qui servait la famille depuis 15 ans, s'affairait déjà devant le fourneau, préparant le café et les tartines. Cette femme de 50 ans, au visage buriné par les travaux domestiques, était devenue, au fil du temps, une confidente discrète de la famille. « Bonjour, monsieur Henri », murmura-t-elle en lui tendant une tasse de chocolat chaud. « Vous avez l'air fatigué. Avez-vous mal dormi ?» Henri s'assit à la table de bois massif et but lentement sa boisson chaude, savourant sa douceur réconfortante. « J'ai fait des rêves bizarres, Marthe. Des rêves où il y avait des cris, beaucoup de cris. » La domestique fronça les sourcils. Elle aussi avait ressenti une étrange agitation cette nuit, comme si l'atmosphère de la maison s'était chargée d'électricité. « Les rêves ne sont que des rêves, mon petit monsieur. Mangez donc ces tartines à la confiture d'abricot. » Mais Marthe ne pouvait chasser de son esprit les événements troublants des dernières semaines. Elle avait remarqué les changements dans la famille, les silences de plus en plus fréquents de Madame Kardec, la pâleur croissante de Mademoiselle Éloise, l'irritabilité de Monsieur Armand, et surtout cette ambiance pesante qui semblait s'épaissir jour après jour. À cette heure, Armand descendit, déjà habillé de son costume sombre de négociant. Son visage tiré trahissait une nuit d'insomnie. Il avait passé des heures à retourner dans sa tête les problèmes de son commerce, cherchant des solutions à la crise qui menaçait son entreprise familiale. « Bonjour, papa », lança Henri avec un entrain forcé. « Bonjour, mon fils. » Armand s'installa à table et accepta la tasse de café noir que lui tendait Marthe. « Tu t'es levé bientôt aujourd'hui. Je n'arrivais plus à dormir. » Henri hésita puis ajouta « Papa, est-ce que nos problèmes d'argent sont très graves ?» Armand fut surpris par la perspicacité de son fils. Il avait cru préserver sa famille de ses soucis professionnels, mais visiblement, l'atmosphère tendue de la maison n'échappait à personne. « Ne t'inquiète pas de cela, Henri. Les affaires connaissent des hauts et des bas, c'est normal. » Il but une gorgée de café amer. « D'ailleurs, je vais me rendre aujourd'hui à Nantes pour rencontrer quelques clients. J'espère clarifier cette situation. » Geneviève apparut dans l'embrasure de la porte, vêtue de sa robe de chambre en soie bleue. Ses cheveux défaits encadraient un visage marqué par l'anxiété. Elle avait passé une nuit agitée, hantée par des prémonitions confuses, mais persistantes. « Tu pars à Nantes aujourd'hui ?» demanda-t-elle à son époux d'une voix légèrement tremblante. « Oui, c'est nécessaire. Je devrais rentrer en fin d'après-midi. » Armand observa sa femme avec attention. « Tu as l'air préoccupée, Geneviève. Quelque chose ne va pas ?» Elle hésita, tentée de partager ses inquiétudes. Comment expliquer à son mari rationnel et pragmatique qu'elle ressentait l'approche d'un danger imminent? Comment lui dire que ses cartes de tarot, consultées en secret, continuaient d'annoncer des catastrophes? Non, rien de particulier, simple fatigue. Éloise descendit à son tour, mais sa pâleur était si prononcée que même Henri s'en inquiéta. La jeune fille semblait flotter dans sa robe grise, comme si elle avait encore maigri pendant la nuit. Ses yeux cernés de bleu fixaient un point invisible au-delà des murs de la cuisine. « Ma chérie, tu devrais manger quelque chose », insista Geneviève en lui tendant une tartine. « Je n'ai pas faim, mère. » La voix d'Éloise était faible, presque inaudible. « J'ai encore eu ces visions cette nuit. » Un silence gêné s'installa autour de la table. Depuis son malaise d'octobre, Éloise évoquait parfois ces visions, des images floues, des sensations étranges, des pressentiments qu'elle n'arrivait pas à interpréter clairement. Le docteur Moreau avait parlé d'hallucinations dues à la fatigue nerveuse. Mais Geneviève, sensible elle-même aux phénomènes inexpliqués, se demandait si sa fille n'avait pas hérité de dons similaires aux siens. « Qu'as-tu vu, ma sœur ?» demanda Henri, avec la curiosité innocente de son âge. Éloise ferma les yeux, tentant de retrouver les fragments de ses visions nocturnes. Des flammes, des ombres qui dansaient, et ces cris terribles, comme si quelqu'un souffrait énormément. Armand se leva brusquement, agacé par ces divagations qu'il jugeait malsaines. « Éloise, ce ne sont que des cauchemars.
Tu passes trop de temps seul dans ta chambre à lire des romans romantiques. Il faut que tu reprennes des activités normales, que tu vois des amis. » « Je n'ai plus d'amis, » murmura la jeune fille. Depuis ce qui s'est passé à l'église, elles m'évitent. Elles ont peur de moi. » Il était vrai qu'Éloise s'était progressivement isolée socialement. Les jeunes filles de son âge, influencées par les ragots de leur mère, la regardaient désormais avec méfiance. Son évanouissement en pleine messe, ses absences de plus en plus fréquentes aux événements sociaux, sa pâleur croissante, alimentaient les rumeurs dans une petite ville où chacun scrutait la vie de ses voisins. Armand consulta sa montre de gousset. « Je dois partir pour attraper le train de 8h30. » Il embrassa rapidement sa femme et ses enfants. « Prenez soin de vous, je serai de retour ce soir. » Après son départ, l'atmosphère de la maison sembla se charger davantage. Geneviève monta dans sa chambre, prétextant des travaux de couture, mais en réalité pour consulter à nouveau ses cartes. Henri partit pour l'école communale, non sans avoir jeté un regard inquiet à sa sœur. Éloise remonta dans sa chambre, incapable d'affronter cette journée qui s'annonçait comme toutes les autres, longue, vide et oppressante. Vers 10h, Marthe vint frapper à la porte d'Éloise. « Mademoiselle, le père Bernard est en bas. Il souhaite vous voir. » Le vieux prêtre de Clisson, un homme de 70 ans au regard bienveillant mais inquiet, attendait dans le salon. Il avait remarqué l'absence répétée d'Éloise à la messe et s'inquiétait pour cette jeune fille qu'il avait baptisée et dont il suivait la famille depuis des années. « Mon enfant, » commença-t-il quand Éloise entra, « comment allez-vous? Vos parents m'ont dit que vous traversiez une période difficile. » Éloise s'assit face au prêtre, touché par sa sollicitude sincère. « Mon père, je ne sais plus très bien où j'en suis. Depuis octobre, j'ai l'impression de vivre dans un monde différent, comme si un voile s'était levé sur des choses que je ne comprends pas. Quelles choses, ma fille? Je vois, ou je crois voir, des choses qui ne devraient pas être là, des ombres, des lumières étranges, et j'entends parfois des voix, des appels lointains. » Elle baissa la tête, honteuse. « Je sais que cela paraît fou. » Le père Bernard réfléchit longuement. Dans sa longue carrière, il avait rencontré d'autres personnes, affirmant avoir des perceptions inhabituelles. Certaines étaient effectivement malades, mentalement. D'autres semblaient réellement dotées d'une sensibilité particulière aux phénomènes inexpliqués. Éloise, la frontière entre le visible et l'invisible n'est pas toujours aussi nette que nous le croyons. Peut-être avez-vous développé une forme de perception élargie. L'important est de ne pas laisser cela vous terrifier. Mais j'ai peur, mon père. J'ai peur que quelque chose de terrible arrive à ma famille. Ces visions deviennent de plus en plus intenses, de plus en plus précises. » À l'étage, Geneviève avait étalé ses cartes sur son lit. Le tirage était encore plus alarmant que d'habitude. La mort, la maison Dieu et le jugement. 3 arcanes majeures annonçant transformation radicale, destruction brutale et révélation douloureuse. Ses mains tremblaient en remettant les cartes dans leur paquet. L'après-midi s'écoula dans une atmosphère de plus en plus tendue. Henri rentra de l'école avec des nouvelles troublantes. Plusieurs élèves avaient rapporté que leurs parents parlaient de la famille Kardec, évoquant des choses bizarres, des rumeurs persistantes. Le garçon était bouleversé par ces ragots dont il ne comprenait pas l'origine. « Mère, pourquoi les gens racontent-ils des choses méchantes sur nous ?» demanda-t-il à Geneviève en rentrant. « Que disent-ils exactement ?» s'enquit-elle, le cœur serré. « Ils parlent d'Éloise, ils disent qu'elle a été touchée par quelque chose de mauvais, et ils murmurent que notre maison porte malheur. » Geneviève réalisa que l'isolement de la famille s'accentuait. Dans une petite communauté comme Clisson, les rumeurs pouvaient détruire une réputation en quelques semaines. Elle commençait à comprendre pourquoi les clients d'Armand le fuyaient. Ce n'était peut-être pas seulement une question de concurrence commerciale. À 17h, Armand n'était toujours pas rentré de Nantes. Le train avait du retard à cause du mauvais temps. Mais Geneviève ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. Elle tournait en rond dans la maison, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit. Éloise, quant à elle, était retournée dans sa chambre après le départ du père Bernard. La conversation avec le prêtre l'avait un peu apaisée,
Mais les visions continuaient de l'assaillir par vagues. Elle voyait des scènes fragmentées, des flammes qui léchaient les murs de la maison, des silhouettes qui couraient dans les couloirs et toujours ces cris déchirants qui résonnaient dans sa tête. À 18h30, Armand rentra enfin, mais son visage sombre annonçait de mauvaises nouvelles. Sa journée à Nantes avait été catastrophique. 3 gros clients avaient définitivement annulé leurs commandes. Et les rumeurs sur sa famille avaient manifestement atteint même les milieux commerciaux nantais. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-il à Geneviève dans l'intimité de leur chambre. « Comment des ragots de village peuvent-ils voyager si vite et si loin ?» Geneviève ne répondit pas, mais elle connaissait la réponse. Dans les réseaux commerciaux, les nouvelles circulaient rapidement, surtout quand elles concernaient la réputation d'une famille. Et la réputation des Kardec était désormais entachée d'un mystère qui effrayait les gens. Le dîner se déroula dans un silence pesant. Chacun était perdu dans ses pensées, conscient que leur vie basculait inexorablement vers quelque chose d'inconnu et de menaçant. Dehors, le vent s'était levé, faisant gémir les volets et siffler l'air dans les cheminées. Vers 21h, Marthe prit congé pour regagner sa petite maison en ville, non sans avoir jeté un regard inquiet vers la famille qu'elle servait avec dévouement. Elle avait remarqué l'étrange tension qui régnait ce jour-là, cette électricité dans l'air qui annonçait souvent les orages. À 22h, chacun monta se coucher, mais personne ne trouvait vraiment le sommeil. Dans sa chambre, Henri lisait pour oublier ses angoisses. Éloise fixait le plafond, tentant de décrypter les visions qui défilaient derrière ses paupières closes. Geneviève priait silencieusement, demandant protection pour sa famille. Et Armand, dans son bureau, calculait et recalculait, cherchant désespérément une solution à ses problèmes financiers. La nuit du 14 février 1925 s'installait lentement sur Clisson, chargée de tous les pressentiments accumulés pendant cette journée troublante. Dans quelques heures, la maison Kardec serait le théâtre d'événements qui marqueraient à jamais l'histoire de la petite ville médiévale. Mais pour l'instant, seul le vent dans les combles troublait le silence apparent de cette demeure où 4 destins s'apprêtaient à basculer dans l'horreur. Minuit approchait quand les premiers signes inquiétants se manifestèrent dans la maison Kardec. Henri, qui tentait de lire L'île au trésor pour échapper à ses angoisses, fut le premier à percevoir quelque chose d'anormal. Un son étrange montait des profondeurs de la maison, un grattement régulier, comme si quelqu'un ou quelque chose tentait de creuser dans les murs. Le garçon posa son livre et tendit l'oreille. Le bruit semblait venir de la cave, là où son père entreposait ses barriques de vin. Mais qui pouvait se trouver en bas à cette heure? Armand était dans son bureau, sa mère dans sa chambre, et Éloise. Henri réalisa soudain qu'il n'avait pas entendu sa sœur bouger depuis un moment. Il se glissa hors de sa chambre et s'approcha de celle d'Éloise. La porte était entr'ouverte, laissant filtrer la faible lueur d'une bougie. À l'intérieur, sa sœur était debout face à la fenêtre, immobile comme une statue, ses longs cheveux blonds cascadant sur sa chemise de nuit blanche. « Éloise » chuchota-t-il. Elle ne répondit pas, ne bougea même pas. Henri s'approcha davantage et constata avec effroi que les yeux de sa sœur étaient ouverts mais semblaient ne rien voir. Elle fixait un point au-delà de la fenêtre, au-delà du jardin, comme si elle observait quelque chose d'invisible aux yeux normaux. « Ils arrivent » murmura-t-elle soudain d'une voix étrangement monotone. « Ils sont en colère, tellement en colère. » « Qui arrive, Éloise ? De qui parles-tu » Mais la jeune fille resta figée dans sa contemplation muette. Henri, de plus en plus inquiet, décida d'aller chercher ses parents. Dans le couloir, il croisa sa mère qui sortait de sa chambre, un châle jeté sur ses épaules. « Henri, que fais-tu debout ?» « C'est Éloise, mère. Elle est bizarre. Et j'entends des bruits étranges qui viennent de la cave. » Geneviève fronça les sourcils. Elle aussi avait perçu ces sons anormaux, mais avait pensé qu'il s'agissait des craquements habituels de la vieille demeure. Ensemble, ils se dirigèrent vers la chambre d'Éloise. La jeune fille n'avait pas bougé. Elle continuait de fixer l'extérieur avec cette expression absente et troublante. Geneviève s'approcha doucement et posa une main sur l'épaule de sa fille. «
Éloise, ma chérie, que regardes-tu? Les flammes, répondit Éloise sans détourner le regard. Je vois les flammes qui dansent et les ombres qui se tordent de douleur. Ils cherchent quelque chose. Ils cherchent la vérité. Un frisson parcourut Geneviève. Ces paroles résonnaient étrangement avec ses propres pressentiments et les prédictions inquiétantes de ses cartes de tarot. Elle commençait à soupçonner qu'Éloise possédait réellement une forme de clairvoyance, héritée peut-être de sa lignée maternelle. Dans son bureau, Armand entendit des voix dans le couloir. Il sortit de ses calculs financiers et monta à l'étage, où il trouva sa famille rassemblée dans la chambre d'Éloise. « Que se passe-t-il » demanda-t-il d'un ton légèrement agacé. Geneviève lui expliqua rapidement la situation. Armand observa sa fille avec un mélange d'inquiétude et d'exaspération. Cette crise nerveuse tombait vraiment mal, alors que la famille traversait déjà une période difficile. « Éloise, regarde-moi » ordonna-t-il fermement. Lentement, comme si elle émergeait d'un rêve profond, la jeune fille tourna la tête vers son père. Ses yeux bleus semblaient voilés, comme si elle voyait à travers lui. « Papa » murmura-t-elle d'une voix faible. « Il faut partir d'ici, maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. »« Partir ? Mais enfin, Éloise, de quoi parles-tu ? La maison, elle se souvient. Elle garde en mémoire ce qui s'est passé ici, il y a longtemps. Et cette nuit, tout va ressurgir. » Armand échangea un regard inquiet avec sa femme. Les paroles de sa fille n'avaient aucun sens, mais leur ton dramatique et la conviction avec laquelle elle les prononçait étaient troublants. Soudain, un bruit sourd résonna dans toute la maison, suivi d'un silence pesant. Ils se figèrent tous, l'oreille tendue. Le son semblait provenir du rez-de-chaussée, peut-être de la cave. « J'y vais voir », décida Armand en prenant une lampe à pétrole. « Non, papa, n'y va pas », s'écria Henri en s'accrochant au bras de son père. Mais Armand était un homme pragmatique. Il refusait de se laisser impressionner par l'atmosphère d'hystérie collective qui semblait s'emparer de sa famille. Il descendit l'escalier principal, sa lampe projetant des ombres mouvantes sur les murs tapissés. Au rez-de-chaussée, tout semblait normal. Les meubles étaient à leur place, les portes fermées. Armand se dirigea vers la cave, dont l'entrée se trouvait dans la cuisine. La lourde porte en chêne était entr'ouverte, ce qui était étrange, car il était certain de l'avoir fermée à clé la veille. Il descendit les marches de pierre usées par les siècles. La cave voûtée s'étendait sous une grande partie de la maison, ses murs de granit suintant d'humidité. Les rangées de barriques alignées projetaient des ombres fantomatiques dans la lumière tremblante de la lampe. Au fond de la cave, près du mur nord, quelque chose avait changé. Une des pierres du mur semblait avoir bougé, créant une fissure béante d'où s'échappait un air fétide. Armand s'approcha, intrigué malgré son malaise grandissant. La fissure était assez large pour qu'un homme puisse s'y glisser. Elle donnait sur un passage étroit, taillé dans la roche, qui semblait s'enfoncer dans les profondeurs de la colline. Armand n'avait jamais soupçonné l'existence de cette cavité. Comment était-ce possible ? Un courant d'air glacé remontait du passage, chargeant l'atmosphère d'une odeur de terre humide et de quelque chose d'autre, quelque chose de décomposé, d'ancien, qui donnait la nausée. À l'étage, Geneviève, Henri et Éloise attendaient anxieusement le retour d'Armand. La jeune fille s'était remise au lit, mais ses yeux restaient grands ouverts, fixant le plafond avec une expression de terreur croissante. « Il a trouvé l'entrée », murmura-t-elle. « Maintenant, ils vont pouvoir sortir. »« Qui va sortir, Éloise ?» demanda sa mère d'une voix tremblante. « Ceux qui sont morts dans cette maison, ceux qui n'ont jamais pu raconter leur histoire. » Henri frissonna. Les paroles de sa sœur évoquaient des histoires de fantômes, mais il n'y croyait pas vraiment. Pourtant, l'atmosphère de la maison semblait effectivement chargée d'une présence oppressante, comme si les murs eux-mêmes respiraient et observaient. Dans la cave, Armand hésitait. Son bon sens lui dictait de remonter immédiatement et de faire murer cette ouverture dès le lendemain. Mais une curiosité morbide le poussait à explorer ce passage secret. Peut-être contenait-il des indices sur l'histoire de la maison, des documents ou des objets de valeur oubliés par les anciens propriétaires. Il s'engagea dans l'étroit tunnel, sa lampe éclairant les parois rugueuses.
Le passage descendait en pente douce sur une dizaine de mètres avant de s'élargir en une petite cavité naturelle. Là, Armand découvrit quelque chose qui le glaça d'horreur. Des ossements humains étaient éparpillés sur le sol rocailleux. Pas un squelette complet, mais des fragments. Un crâne brisé, des côtes, des fémurs. Et au milieu de ces restes macabres, des lambeaux de tissus pourris, des bijoux ternis, des objets personnels rongés par l'humidité et le temps. Armand recula instinctivement, manquant de faire tomber sa lampe. Ces ossements étaient anciens, très anciens, mais leur disposition suggérait qu'ils avaient été déplacés récemment. Qui avait pu faire cela? Et pourquoi? Un bruit le fit sursauter. Des pas résonnaient dans le tunnel derrière lui. Des pas lents, traînants, comme ceux d'une personne âgée ou blessée. Mais il était seul dans cette cave. Personne n'avait pu le suivre sans qu'il s'en aperçoive. « Qui est là ?» cria-t-il d'une voix que la peur rendait plus aiguë qu'il ne l'aurait voulu. Seul l'écho de sa propre voix lui répondit, se répercutant sinistrement dans les profondeurs de la cavité. Armand fit demi-tour et remonta précipitamment vers la cave, le cœur battant la chamade. Derrière lui, les pas semblèrent le suivre, se rapprochant inexorablement. Il émergea de la fissure et claqua la porte de la cave derrière lui, tournant la clé à double tour. Ses mains tremblaient si fort qu'il manqua de faire tomber la lampe. Ce qu'il venait de voir dépassait son entendement rationnel. Des ossements humains dans un passage secret sous sa propre maison. C'était impossible, inconcevable. Il remonta au premier étage, où sa famille l'attendait avec angoisse. Son visage livide et ses yeux hagards trahissaient l'ampleur du choc qu'il venait de subir. « Qu'as-tu trouvé, Armand ?» demanda Geneviève, en voyant l'état de son mari. « Il s'interrompit, incapable de trouver les mots pour décrire sa découverte. Comment expliquer rationnellement ce qu'il venait de voir? Comment avouer qu'il y avait des restes humains sous leur maison? Des morts, murmura Éloise depuis son lit. Tu as trouvé les morts, n'est-ce pas, papa? Armand la fixa avec stupéfaction. Comment pouvait-elle savoir? Comment sa fille pouvait-elle deviner ce qu'il venait de découvrir? Éloise, comment? Ils me le disent, répondit-elle simplement. Depuis des mois, ils essaient de me faire comprendre. Cette famille qui vivait ici avant nous, ils n'ont pas eu le temps de raconter ce qui leur est arrivé. Minuit sonna à l'horloge du salon. 12 coups graves et solennels qui résonnèrent dans toute la maison comme un glas. Et c'est à ce moment précis que commença l'horreur véritable. Le premier cri retentit dans la cave. Un hurlement de douleur et de terreur qui remonta à travers les murs et les planchers, faisant vibrer toute la structure de la maison. C'était un cri humain, mais déformé, comme si la voix qu'il émettait n'était plus vraiment de ce monde. La famille Kardec se figea, pétrifiée par ce son atroce qui semblait venir des profondeurs de la terre. Henri se blottit contre sa mère. Éloise se redressa dans son lit, les yeux exorbités, et Armand sentit ses jambes se dérober sous lui. Un deuxième cri suivit, différent du premier, plus aigu, comme celui d'une femme en agonie. Puis un troisième, un quatrième. Les hurlements se succédaient à intervalles réguliers, chacun unique dans sa tonalité, mais tous porteurs de la même charge de souffrance absolue. « Mon Dieu !» balbutia Geneviève en se signant. « Qu'est-ce que c'est ?» Éloise se leva de son lit et se dirigea vers la fenêtre. À l'extérieur, une étrange lueur rougeâtre semblait monter du sol même, éclairant le jardin d'une lumière surnaturelle. Les arbres nus se découpaient comme des squelettes noirs sur ce fond embrasé. « La vérité remonte à la surface », dit-elle d'une voix étrangement calme au milieu du chaos. Ils ont attendu si longtemps de pouvoir enfin parler. Les cris continuaient, se multipliant, créant une symphonie macabre qui emplissait la nuit. 29 voix distinctes, 29 âmes en peine qui exprimaient enfin leur douleur séculaire. Dans la cave, la fissure s'élargissait, libérant des effluves de plus en plus nauséabonds, et quelque chose d'autre commençait à sortir de ce passage maudit. Une substance sombre et visqueuse qui suintait le long des murs, comme si la terre elle-même pleurait des larmes de sang. La nuit horrible de la maison Kardec venait de commencer, et rien ne serait plus jamais comme avant dans la paisible ville de Clisson. Les 29 cris continuaient de résonner dans la nuit glacée.
chacun portant sa propre note de désespoir. Dans la chambre d'Éloise, la famille Kardec tentait de comprendre l'incompréhensible. La jeune fille, étrangement apaisée maintenant que les manifestations avaient commencé, semblait être la seule à percevoir la logique de ces événements. « Papa, dit-elle en se tournant vers Armand, il faut que tu me racontes tout ce que tu sais sur l'histoire de cette maison. Quand l'avons-nous achetée? Qui vivait ici avant nous ?» Armand, encore sous le choc de sa découverte dans la cave, tenta de rassembler ses souvenirs. Nous avons acheté cette maison en 1898, peu après notre mariage. Elle appartenait à un notaire de Nantes, Maître Roussel, qui l'avait héritée de sa famille. Il m'avait dit qu'elle était inhabitée depuis plusieurs années. « Et avant les Roussel ?» insista Éloise. « Je ne sais pas. Peut-être les Moreau ou les Blanchard ?» Armand secoua la tête. Ces détails m'ont paru sans importance à l'époque. J'étais jeune, j'avais hâte de m'installer avec ta mère. Un 16e cri retentit, plus long et plus déchirant que les précédents. Henri, blotti contre sa mère, pleurait silencieusement. Cette nuit dépassait ses pires cauchemars d'enfant. « Il faut faire quelque chose, » murmura Geneviève. « Appeler le docteur Moreau ou le père Bernard ou... »« Non !» l'interrompit Éloise, avec une autorité surprenante pour une jeune fille de 19 ans. « Ils ne peuvent rien faire. Ce qui se passe cette nuit dépasse leurs compétences. C'est une forme de justice. »« Justice ?» répéta Armand. « Mais de quoi parles-tu » Éloise ferma les yeux et sembla se concentrer, comme si elle écoutait des voix inaudibles pour les autres. La famille qui vivait ici, ils s'appelaient Morvan. Ils étaient 29. Les parents, les grands-parents, les enfants, même les domestiques. Une grande famille unie, prospère, jusqu'à cette nuit terrible. « Quelle nuit ?» demanda Geneviève d'une voix tremblante. « Le 14 février 1825, répondit Éloise sans hésiter. Exactement 100 ans aujourd'hui, ils ont été massacrés, tous. Mais leur mort n'a jamais été révélée au grand jour. On les a fait disparaître, on a maquillé leur assassinat, et personne n'a jamais su la vérité. » Armand sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. 1825. 100 ans, exactement. Cette coïncidence était-elle vraiment le fruit du hasard? Un 17e cri perça la nuit, suivi d'un bruit sourd dans la cave. Quelque chose tombait, se brisait. La substance sombre qui suintait des murs avait maintenant atteint le rez-de-chaussée et commençait à s'infiltrer sous les portes. « Éloise !» reprit Armand d'une voix urgente. « Comment peux-tu savoir tout cela? Ces informations ne figurent dans aucun archive officielle. J'ai consulté tous les documents lors de l'achat de la maison. Parce qu'ils me le racontent, répondit sa fille avec simplicité. Depuis des mois, ils essaient de communiquer avec moi. Mon malaise à l'église, c'était le premier contact. Ils ont senti que j'étais réceptive. Geneviève frissonna. Elle comprenait maintenant pourquoi ces cartes de tarot annonçaient constamment des catastrophes. Sa fille était devenue le canal par lequel les morts tentaient de révéler leur histoire. Un 18e cri retentit, plus proche cette fois. Il semblait provenir du couloir même où il se trouvait. Henri se serra davantage contre sa mère, terrifié à l'idée que ces voix de l'au-delà puissent se matérialiser. « Qui les a tués ?» demanda Armand, malgré lui fasciné par le récit de sa fille. « Des hommes de la région, » répondit Éloise. « Des notables respectables, des bourgeois comme nous. Ils convoitaient les terres des Morvan, leurs richesses, leur position sociale. Ils ont organisé leur assassinat et ont fait croire à un accident, un incendie qui aurait ravagé la maison et tué toute la famille. »« Un incendie ?» répéta Geneviève. « Oui, ils ont brûlé la maison après le massacre, puis l'ont reconstruite à l'identique pour effacer les traces. Mais ils ont commis une erreur. Ils ont caché les corps dans la cave, dans ce passage secret que papa vient de découvrir. Ils pensaient que personne ne les trouverait jamais. » Un 19e cri s'éleva, différent des autres. C'était la voix d'un enfant, un sanglot déchirant qui serra le cœur de tous les membres de la famille. Henri éclata en sanglots, incapable de supporter plus longtemps cette horreur. « Pourquoi maintenant ?» demanda Armand. « Pourquoi ces
ces esprits se manifestent-ils aujourd'hui? Parce que 100 ans exactement se sont écoulés, expliqua Éloise, et parce que nous ressemblons à leurs meurtriers, une famille bourgeoise, prospère, respectable. Ils voient en nous la répétition de l'histoire. Ils ont peur que nous soyons comme ceux qui les ont tués. Cette révélation frappa Armand de plein fouet. Était-il possible que les difficultés récentes de son commerce, les rumeurs qui circulaient sur sa famille, soient liées à ces événements surnaturels? Les morts du passé cherchaient-ils à les chasser de cette maison comme une forme de vengeance? Un 20e cri retentit, suivi d'un phénomène nouveau. Les meubles de la maison commencèrent à bouger. En bas, dans le salon, on entendait distinctement les chaises racler le parquet, les tables se déplacer, les objets tomber des étagères. « Ils sont en colère », murmura Éloise. « Ils veulent que justice soit faite, ils veulent que la vérité éclate au grand jour. »« Mais comment ?» s'écria Geneviève. « Les coupables sont morts depuis longtemps. Leurs descendants vivent encore, » répondit Éloise d'une voix lugubre. Les familles Girard, Dubois, Leclerc, tous ces noms respectables de la région, ils portent le poids des crimes de leurs ancêtres sans même le savoir. Armand comprit soudain pourquoi M. Girard de Saint-Fiacre et M. Dubois de Nantes lui avaient retiré leur confiance. Ces noms figuraient parmi ceux que sa fille venait de citer. Une coïncidence de plus? Ou la manifestation d'une justice surnaturelle qui se mettait en place? Un 21e cri perça l'air, accompagné cette fois d'une apparition visuelle. Une lueur blanchâtre se dessina dans le couloir, prenant progressivement la forme d'une silhouette humaine. C'était une femme en robe longue, ses cheveux flottant autour de son visage livide. Henri hurla de terreur et se cacha le visage dans les bras de sa mère. Même Armand, pourtant homme rationnel, sentit ses jambes fléchir devant cette manifestation qui défiait toutes les lois de la nature. « N'ayez pas peur, » dit Éloise en se levant calmement. « C'est Madame Morvan, la mère de famille. Elle vient nous remercier de l'écouter enfin. » La silhouette sembla hocher la tête avant de se dissiper lentement. Mais d'autres formes commençaient à apparaître dans les coins sombres de la maison. Des hommes, des femmes, des enfants, tous vêtus à la mode du début du XIXe siècle, tous portant sur leur visage les stigmates d'une mort violente. 29 âmes, compta Éloise. 29 victimes qui attendent depuis un siècle que leur histoire soit révélée. Les cris continuaient, plus intenses et plus fréquents. Le 22e, le 23e, le 24e. Chaque voix ajoutait sa note à cette symphonie macabre qui ébranlait les fondements mêmes de la réalité. Dans la cave, la fissure s'était encore élargie, libérant maintenant un véritable torrent de cette substance sombre qui envahissait le rez-de-chaussée. C'était comme si la terre rendait enfin les secrets qu'elle avait gardés trop longtemps. « Que vont-ils faire de nous ?» demanda Geneviève d'une voix brisée par la peur. Éloise se tourna vers sa famille, et dans ses yeux bleus brillait maintenant une lumière étrange, comme si elle n'était plus tout à fait la même personne. « Cela dépend de nous, » répondit-elle. Nous pouvons choisir d'être leurs alliés dans la quête de justice ou subir le même sort qu'eux. Un 25e cri s'éleva, plus terrible que tous les autres, et avec lui commença la phase finale de cette nuit horrible qui allait marquer à jamais l'histoire de Clisson. Les 25e, 26e et 27e cris avaient retenti dans un crescendo d'horreur qui semblait ébranler les fondations mêmes de la réalité. Dans la maison Kardec, l'impossible était devenu quotidien. Les morts parlaient, les murs suintaient le sang du passé, et le temps lui-même semblait s'être déchiré pour laisser ressurgir une vérité enfouie depuis un siècle. Éloise, désormais totalement possédée par sa mission de médium involontaire, se tenait au centre de sa chambre comme un chef d'orchestre dirigeant cette symphonie macabre. Ses yeux ne reflétaient plus tout à fait son âme. Il portait maintenant le poids de 29 destins brisés qui réclamaient justice. « Le moment approche », murmura-t-elle d'une voix qui n'était plus tout à fait la sienne. Les 3 derniers cris, puis ils pourront enfin révéler la vérité complète. Armand, Geneviève et Henri s'étaient regroupés dans un coin de la chambre, serrés les uns contre les autres, comme des naufragés sur un radeau. L'homme d'affaires rationnel qu'était Armand avait définitivement abandonné ses certitudes.
Face à l'évidence surnaturelle qui l'entourait, il ne pouvait plus nier que des forces dépassant l'entendement humain étaient à l'œuvre. « Éloise, appela-t-il doucement, dis-nous ce qu'ils attendent de nous. Comment pouvons-nous les aider ?» Sa fille se tourna vers lui, et l'espace d'un instant, il retrouva le regard familier de son enfant. « Papa, ils veulent que nous révélions leur histoire. Que nous allions voir les autorités, que nous exigions une enquête sur ce qui s'est passé ici en 1825. Mais qui nous croira ?» intervint Geneviève. « Nous n'avons aucune preuve. »« Si, nous en avons, » répondit Éloise en désignant le sol. « Les ossements dans la cave, les documents cachés dans le passage secret. Tout est là, papa l'a vu. » Armand hocha lentement la tête. Effectivement, sa découverte dans la cave constituait une preuve tangible. Mais comment expliquer les circonstances de cette découverte? Comment révéler l'existence de ce passage secret sans évoquer les phénomènes surnaturels qui l'avaient conduit jusque-là? Le 28e cri retentit soudain, différent de tous les autres. C'était un hurlement de rage pure, une colère accumulée pendant 100 ans qui explosait enfin. Les vitres de la maison tremblèrent, et plusieurs se brisèrent sous l'impact sonore. « Il est en colère », murmura Éloise. « Monsieur Morvan, le père de famille, il réalise que même après 100 ans, la justice n'est pas encore rendue. » En effet, une nouvelle silhouette venait d'apparaître dans la chambre. Un homme de haute stature, vêtu d'un habit sombre du début du XIXe siècle, son visage portant les stigmates d'une mort violente. Il fixait la famille Kardec avec des yeux brûlants d'une colère inextinguible. « Monsieur Morvan, » dit Éloise en s'adressant directement à l'apparition, « nous comprenons votre souffrance. Nous voulons vous aider, mais vous devez nous laisser le temps. » L'homme spectral leva une main ensanglantée, et sa voix résonna dans la pièce comme un écho venu d'outre-tombe. « 100 ans, 100 ans d'attente. Vous vivez dans notre maison, vous prospérez sur nos cendres. Êtes-vous comme eux? Êtes-vous des assassins ?» La question claqua comme un fouet. Armand sentit tout le poids de cette accusation posthume. Comment prouver leur innocence à des morts qui n'avaient connu que trahison et violence? « Non, » répondit-il d'une voix ferme, malgré sa terreur. « Nous ne sommes pas comme ceux qui vous ont tués. Nous ignorions votre existence. Mais maintenant que nous connaissons la vérité, nous ferons tout pour qu'elle éclate au grand jour. » L'esprit de Morvan sembla hésiter, jaugeant la sincérité de ses paroles. Autour de lui, d'autres silhouettes spectrales se matérialisaient, sa femme, ses enfants, ses parents, les domestiques. Toute la maisonnée assassinée en cette nuit maudite de février 1825. « Les preuves, où sont les preuves ?» demanda l'esprit d'une voix caverneuse. « Dans la cave, » répondit Armand. « Les ossements, les objets personnels, mais il faut aussi chercher les documents. Tu as dit qu'il y avait des documents cachés, Éloise ?» Sa fille hocha la tête, ses yeux mi-clos, comme si elle recevait des informations d'une source invisible. « Dans la pierre, la 3e pierre du muret, au fond du passage. Derrière, il y a une cache. » Le 29e et dernier cri retentit alors, différent de tous les autres. Ce n'était plus un hurlement de douleur ou de colère, mais un long sanglot de soulagement, comme si une souffrance centenaire trouvait enfin son exutoire. Avec ce dernier cri, l'atmosphère de la maison changea radicalement. Les apparitions spectrales devinrent plus nettes, plus paisibles. La substance sombre qui suintait des murs cessa de couler. Un silence relatif s'installa, troublé seulement par les battements affolés des cœurs de la famille Kardec. « C'est fini », murmura Éloise, en s'effondrant sur son lit, épuisée par cette nuit d'épreuve. « Ils ont pu s'exprimer. Maintenant, ils attendent de voir si nous tiendrons notre promesse. » L'aube commençait à poindre derrière les rideaux. Une lumière grise et froide filtrait dans la chambre, chassant progressivement les ombres de la nuit. Les esprits des Morvan s'estompèrent lentement, mais leur message était clair. La famille Kardec avait désormais une mission. « Il faut descendre dans la cave », dit Armand avec une détermination nouvelle. « Il faut trouver ces documents et alerter les autorités. »« Maintenant » demanda Geneviève d'une voix tremblante. « Oui, maintenant, avant que le courage nous manque. »
avant de nous convaincre que tout cela n'était qu'un cauchemar collectif. Henri, qui avait gardé le silence pendant la majeure partie de cette épreuve, prit soudain la parole. « Je viens avec toi, papa. Si nous devons affronter la vérité, affrontons-la ensemble. » Armand regarda son fils avec fierté. En une nuit, ce garçon de 14 ans avait mûri de plusieurs années. L'innocence de l'enfance s'était évaporée face aux révélations de l'histoire sanglante de leur maison. Ensemble, père et fils descendirent vers la cave. La fissure dans le mur était désormais béante, révélant clairement l'entrée du passage secret. Les ossements étaient toujours là, témoins silencieux du crime séculaire. Au fond du tunnel, à l'endroit indiqué par Éloise, ils trouvèrent effectivement une pierre descellée derrière laquelle se cachait une petite cavité. À l'intérieur, protégé par un étui de cuir miraculeusement préservé, se trouvaient des documents jaunis par le temps. Armand déplia précautionneusement le premier parchemin. C'était une lettre, rédigée d'une main tremblante, datée du 13 février 1825. À celui qui trouvera cette lettre, nous sommes la famille Morvan. Demain, ils viennent nous tuer. Girard, Dubois, Leclerc et leurs complices. Ils veulent nos terres, notre fortune, notre position. Ils ont tout organisé. Si nous mourons, que cette lettre serve de témoignage. Nous sommes innocents. Que Dieu nous pardonne et nous venge. La lettre était signée Jean-Baptiste Morvan, père de famille, écrite la veille de notre assassinat. D'autres documents révélaient les détails du complot. Les noms des conjurés, leurs motivations, leurs plans pour maquiller le massacre en incendie accidentel. Tout était là, noir sur blanc, attendant depuis un siècle qu'une main le découvre. Armand remonta de la cave avec les preuves, le cœur battant. Ces documents allaient de faire l'effet d'une bombe dans la paisible ville de Clisson. Ils impliquaient des familles respectables, remettaient en question l'histoire officielle de la région. « Qu'allons-nous faire ?» demanda Geneviève quand il lui montra les lettres. « Ce qu'il faut », répondit-il simplement. « Porter ces documents au commissaire Dutheil, au maire, au préfet s'il le faut. Exiger que l'histoire soit réécrite, que justice soit enfin rendue. » Éloise, qui avait retrouvé une partie de ses forces, approuva d'un hochement de tête. « C'est ce qu'ils attendent. Ils ne demandent pas vengeance, seulement reconnaissance. Que leur souffrance ne soit plus niée, que leur nom soit lavé de l'oubli. » Le soleil se levait maintenant complètement sur Clisson, projetant ses rayons dorés dans la maison enfin apaisée. Les traces de la nuit horrible commençaient à s'estomper. La substance sombre avait disparu, les objets déplacés avaient retrouvé leur place. Seuls les ossements dans la cave témoignaient encore de la réalité de ce qui venait de se passer. À 8 heures du matin, Armand Kardec se présenta au commissariat de police de Clisson, les documents à la main. Le commissaire Dutheil, un homme méticuleux approchant de la retraite, l'accueillit avec la courtoisie habituelle qu'il réservait aux notables de la ville. « Monsieur Kardec, que me vaut le plaisir de votre visite si matinale ? Commissaire, j'ai fait une découverte troublante dans ma propriété, des documents et des restes humains. » L'expression de Dutheil changea immédiatement. « Des restes humains ? Expliquez-vous. » Armand raconta sa découverte, omettant volontairement les circonstances surnaturelles qui l'avaient mené à explorer le passage secret. Il présenta les ossements comme le résultat d'une fissure apparue récemment dans le mur de sa cave, et les documents comme une trouvaille fortuite. Le commissaire examina les lettres avec une attention croissante. En homme de loi expérimenté, il reconnaissait l'authenticité de ces écrits anciens, l'encre, le papier, l'écriture. Tout concordait avec l'époque supposée. Ces accusations sont extrêmement graves, monsieur Kardec. Si elles s'avèrent fondées, elles remettent en question toute l'histoire de notre région. Je le sais, commissaire. C'est pourquoi j'ai pensé qu'il était de mon devoir de citoyen de vous les remettre. Dans les jours qui suivirent, l'affaire prit une ampleur considérable. Les experts en écriture confirmèrent l'authenticité des documents. Les ossements furent examinés par un médecin légiste qui constata des traces de violence. Crâne fracassé, côte brisée, signes de coups portés à l'arme blanche. L'enquête officielle révéla progressivement l'ampleur du complot de 1825.
Les archives notariales, réexaminées à la lumière de ces nouvelles preuves, révélèrent des transactions suspectes. Les terres des Morvan avaient été vendues à prix dérisoire quelques semaines après leur disparition, rachetées par un consortium dirigé par les familles Girard, Dubois et Leclerc. La révélation fit l'effet d'un séisme dans la société clissonnaise. Les descendants de ces familles respectables se retrouvaient soudain confrontés aux crimes de leurs ancêtres. Certains nièrent, d'autres choisirent l'exil discret. Quelques-uns assumèrent courageusement l'héritage de cette vérité historique. Monsieur Girard de Saint-Fiacre, descendant direct de l'un des conjurés, vint personnellement présenter ses excuses à la famille Kardec. « Je comprends maintenant pourquoi mes relations d'affaires avec votre famille ont été difficiles ces derniers temps. C'était comme si une force invisible me poussait à vous fuir. » En effet, les difficultés commerciales d'Armand cessèrent comme par magie dès que la vérité fut révélée. Ses anciens clients revinrent, prétextant avoir été victimes de malentendus ou de mauvaises influences. Le commerce des vins Kardec retrouva rapidement sa prospérité, mais le changement le plus spectaculaire concernait Éloise. Dès que les 29 âmes eurent obtenu la reconnaissance qu'elles réclamaient, la jeune fille retrouva progressivement ses couleurs, sa vitalité, sa joie de vivre. Ses visions cessèrent, ses forces revinrent, et elle put reprendre une vie normale de jeune fille de son époque. « C'est fini », dit-elle un soir à sa famille, alors qu'ils dînaient dans le calme retrouvé de leur demeure. « Mais ils sont en paix maintenant, ils peuvent enfin reposer. » Henri, qui avait mûri considérablement durant cette épreuve, demanda « Crois-tu qu'ils nous pardonnent d'avoir vécu dans leur maison sans savoir ? Ils ne nous en ont jamais voulu, » répondit Éloise avec un sourire apaisé. Ils savaient que nous étions innocents. Ils avaient seulement besoin de nous pour révéler leur histoire. La maison Kardec fut bénie par le père Bernard, qui organisa une messe solennelle en mémoire de la famille Morvan. Les ossements furent inhumés dignement dans le cimetière de Clisson, sous une stèle portant les noms des 29 victimes. Un monument fut érigé sur la place principale de la ville, commémorant ce crime oublié de l'histoire locale. L'inscription gravée dans le granit rappelait « À la mémoire de la famille Morvan et de ses domestiques, assassinés dans la nuit du 14 février 1825, que leur sacrifice ne soit plus jamais oublié. » L'affaire eut des répercussions bien au-delà de Clisson. Les historiens se passionnèrent pour cette découverte qui éclairait d'un jour nouveau les luttes sociales du XIXe siècle en Loire-Atlantique. Des articles parurent dans les journaux de Nantes et même de Paris, relatant cette extraordinaire résurrection de la vérité historique. Seule la famille Kardec connaissait les véritables circonstances de cette révélation. Les 29 cris de cette nuit horrible, les apparitions spectrales, les phénomènes inexpliqués. Et tout cela resta leur secret, pieusement gardé comme un héritage familial unique. Des années plus tard, quand les enfants Kardec eurent grandi et fondé leur propre famille, ils racontèrent parfois cette histoire à leurs descendants. Mais toujours avec prudence, toujours avec respect pour la mémoire de ceux qui avaient trouvé en eux les instruments de leur réhabilitation posthume. La maison Kardec continua d'être habitée par la famille, mais elle n'était plus la même. Une sérénité nouvelle y régnait, comme si les murs eux-mêmes avaient été libérés d'un poids séculaire. Plus jamais on n'y entendit de bruits inexpliqués. Plus jamais les habitants n'y ressentirent cette oppression qui les avait tourmentés. Henri devint plus tard historien, se spécialisant dans l'étude des crimes oubliés de l'histoire régionale. Éloise épousa un médecin de Nantes et fonda une famille heureuse, ne conservant de ses dons de médium qu'une intuition particulièrement développée qui l'aida tout au long de sa vie. Armand prospéra dans ses affaires, devenant l'un des négociants en vin les plus respectés de la région. Mais il n'oublia jamais cette leçon, que la vérité, même enfouie pendant des décennies, finit toujours par ressurgir, et qu'il faut parfois accepter l'inexplicable pour comprendre l'essentiel. Geneviève rangea définitivement ses cartes de tarot, n'en ayant plus besoin. Elle avait compris que ses dons de voyance l'avaient préparée à cette nuit extraordinaire, et qu'il s'était épuisé dans cette mission unique. Aujourd'hui encore,
Près de 100 ans après ces événements, les habitants de Clisson évoquent parfois l'histoire de la nuit horrible de la maison Kardec. Les anciens racontent aux plus jeunes comment une famille bourgeoise découvrit dans sa cave les preuves d'un crime centenaire et comment cette découverte révolutionna l'histoire de leur ville. Mais aucun d'eux ne connaît la vérité complète, que dans cette nuit glacée de février 1925, 29 voix d'outre-tombe hurlèrent leur souffrance jusqu'à ce que justice leur soit enfin rendue. Que parfois, quand l'injustice est trop grande et le silence trop long, les morts trouvent le moyen de parler aux vivants, et que l'amour de la vérité peut transcender même les barrières de la mort. La maison Kardec se dresse toujours sur sa colline, dominant la vallée de la Sèvre, paisible désormais, habitée par une famille qui connaît et respecte son histoire. Car c'est ainsi que les morts trouvent enfin le repos, non dans l'oubli, mais dans la mémoire respectueuse des vivants qui acceptent d'entendre leurs témoignages. Les 29 cris de cette nuit horrible résonnent encore parfois dans le vent d'hiver qui parcourt les ruelles de Clisson. Mais ce ne sont plus des cris de souffrance, ce sont les échos apaisés de voix qui ont enfin pu dire leur vérité et qui veillent désormais sur la ville qui leur a rendu justice. Ainsi se termine l'histoire de la nuit horrible de la maison Kardec, où la frontière entre les vivants et les morts s'estompa le temps d'une révélation. Une histoire de justice posthume, de vérité retrouvée et de la puissance indestructible de la mémoire humaine face à l'injustice. Car même après 100 ans, même au-delà de la mort, l'innocence bafouée finit toujours par triompher de la corruption et du mensonge. Il suffit parfois qu'une famille courageuse accepte d'écouter les voix du passé et de leur donner enfin la parole qu'elle réclamait depuis si longtemps.